tout d'abord à remercier la Fondation de nous permettre, à Sandrine et moi, de dévoiler les résultats de nos recherches sur l'impact de l'évolution technologique financière sur la protection des renseignements personnels et de la vie privée. Je tiens à préciser que si ces recherches ont été réalisées, c'est grâce à la subvention et à l'aide financière de la Fondation du Barreau, de la Fondation du Barreau dans le cadre de l'appel à projet sur la protection de la vie privée, qui nous a permis de réaliser ce projet qui contient des éléments de la recherche empirique. On sait que la recherche empirique est une recherche qui est coûteuse et quand on a cette aide-là, ça nous permet d'aller sur le terrain et récolter des données qui sont très précieuses pour arriver à des constats sur le thème. Je tiens aussi à remercier la Fondation pour nous avoir permis de faire et d'assurer l'excellence de la recherche et surtout aussi de pouvoir recruter. On a recruté en fait des étudiants qui ont pu nous aider dans le cadre de cette recherche. Donc, je tiens à préciser, ils sont plusieurs, mais je tiens à préciser la doctorante Vahide Golani et deux étudiants à la maîtrise qui est Carla Sikazo Fabasouli et Lina Nadia Zerok, qui nous ont aidés à réaliser cette recherche, mais aussi qui ont été formés à la recherche empirique dans le cadre de ce projet. Alors, la particularité aussi de ce projet, je tenais à le mentionner, c'est qu'il est interdisciplinaire et interuniversitaire. Donc, on a combiné nos forces, Sandrine et moi, en droit et en marketing pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, on a un regard des deux disciplines. On sait que les plateformes de crypto-monnaie sont des plateformes qui communiquent avec les consommateurs via le marketing. Donc, c'est pour cela que cet élément est essentiel et ça a été pris en considération pour voir comment les techniques de marketing peuvent parfois influencer la décision des consommateurs. On sait que la crypto-monnaie a regagné ses forces récemment après les élections américaines. Donc, c'est un sujet de pleine actualité qui va continuer à avoir un impact sur le marché financier. Alors, on a préparé un plan pour aujourd'hui. Je vais débuter avec le contexte, présenter le contexte, les objectifs, la méthodologie, les questions de recherche et l'hypothèse du projet. Par la suite, je vais présenter le cadre juridique, donc la loi 25 et la législation en valeurs mobilières. Sandrine enchaînera par la suite pour présenter le cadre pratique. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement, comment les consommateurs et les professionnels agissent et appliquent le droit concrètement dans la pratique. Et par la suite, je vais revenir pour présenter les constats majeurs et quelques recommandations de la recherche. Alors, je débute avec le contexte et les objectifs. Alors, le contexte, comme je l'ai dit, c'est un domaine en pleine émergence et les plateformes de crypto-monnaies naissent et grandissent partout au monde. Et bien sûr, il y a beaucoup d'opportunités, mais en même temps, il y a beaucoup de risques. Et les risques consistent surtout à la perte de données, mais aussi à la perte d'argent et à certaines fraudes qu'on vit un peu partout sur certaines plateformes. Les objectifs de la recherche. Donc, on voulait voir l'impact de ces plateformes-là. On a commencé à utiliser quelques données d'une étude précédente où on a analysé les questions de protection des consommateurs dans le cadre de l'utilisation de certaines techniques de marketing, qui est la gamification. Donc, quand les plateformes présentent des méthodes où on peut acheter et interagir avec la plateforme via certaines techniques de jeu ou certains influenceurs. Donc, on a utilisé un peu les données de cette recherche-là et on est allé chercher d'autres données pour compléter le tout et arriver au constat qu'on va partager avec vous aujourd'hui.
Alors, on a débuté avec une revue de littérature pour découvrir qu'est-ce qu'il y a comme littérature qui couvre ce domaine-là. Est-ce qu'il y a eu aussi des recherches empiriques sur le sujet? Donc, ça nous a aidé, la revue de littérature avec comme objectif trois objectifs clés. Donc, connaître la littérature existante, détecter s'il y a des lacunes dans la littérature existante pour pouvoir choisir nos propres questions de recherche et nos propres hypothèses et faire avancer le droit, de faire avancer les connaissances dans des aspects qui sont moins couverts par la revue de littérature. Alors, pour la revue de littérature, on a constaté qu'elle se concentre spécifiquement sur des aspects techniques, sur l'analyse des règles juridiques, sur la cybersécurité, sur l'anonymat des données. Et pour nous, on a trouvé qu'on pourrait peut-être combler les connaissances par une recherche qui vise à chercher la perception et les attitudes des consommateurs, étant donné que ce genre de recherche est moins fréquent dans le domaine. Donc, on voulait aller sur le terrain, faire des entrevues semi-dirigées, une recherche qualitative pour aller avoir la perception, les attentes et les attitudes des consommateurs concrètement face aux risques de la vie privée qui sont associés aux plateformes des crypto-monnaies. On a trouvé aussi que cette combinaison de droit et marketing, ce genre d'analyse aussi, c'est moins fréquent dans la revue de littérature. À partir de ce qu'on a trouvé, on a formulé notre question principale de recherche, c'est que qu'est-ce qu'ils font concrètement les consommateurs et les acteurs du marché de cryptoactifs avec les renseignements personnels dans le cadre de ce service? À partir de cette question générale, il y a quand même quelques questions qui ont découlé, qui nous intéressaient et qui nous ont aidés à rédiger les questions qu'on voulait poser à nos consommateurs et à nos professionnels. Donc, on voulait savoir quelles sont les perceptions des consommateurs quant au risque. On voulait savoir est-ce qu'ils comprennent les obligations légales des entreprises, est-ce qu'ils sont en mesure de formuler leurs besoins, leurs attentes en matière de protection de données et quels sont les facteurs qui influencent la prise de décision des consommateurs dans ce monde risqué. Et on a formulé aussi notre hypothèse, c'est qu'il existerait un écart entre le droit et l'application du droit par les acteurs du marché. On est allé faire nos devoirs, donc on a obtenu notre certificat éthique parce que les universités nous obligent de suivre des obligations très serrées quant à l'éthique de la recherche et on a formulé aussi le canevas des questions dans des entrevues à partir des questions que je viens de partager avec vous. Pour la méthodologie de la recherche, donc on a adopté une approche mixte, comme je viens de le mentionner, une revue de littérature suivie de collecte de données empiriques. On a réalisé des entretiens semi-dirigés, à la fois avec des consommateurs, mais aussi avec des professionnels du secteur de crypto-monnaie. Et on a analysé les données par le biais d'un logiciel spécialisé, le logiciel NVivo. Qui on a rencontré, combien d'entrevues on a fait. Donc, on a réussi à recruter 11 professionnels qui ont participé à la recherche. Et ces professionnels sont issus de plusieurs domaines, soit des fournisseurs, soit des programmeurs, soit des experts en matière de cryptoactifs. Et on a réussi à avoir avec nous 19 consommateurs qui ont participé à la recherche de plusieurs groupes d'âge, 18 à 25, 25 à 35 et 35 ans et plus.
Alors maintenant, j'aimerais partager avec vous rapidement, brièvement en fait, le cadre juridique qui pourrait servir de base pour la protection des consommateurs. Donc, nous avons la loi 25, qui est la loi sur la protection des données, la loi québécoise, et la législation en valeur mobilière. Alors, pour la loi 25, elle a été adoptée, on le sait tous, elle a été adoptée en 2021 et pour entrer en vigueur en trois étapes, trois phases. Donc, l'année 2022, les entreprises devaient désigner une personne responsable pour la conformité et la gouvernance des données personnelles. Donc, les entreprises se sont mis à désigner cette personne responsable. Et en l'année 2023, c'était l'année la plus chargée en matière de protection des données. Toutes les entreprises étaient soumises à des obligations de publier en ligne des politiques encadrant la gouvernance des renseignements personnels et aussi des politiques de confidentialité qui garantissent la protection de la vie privée. Donc, les avocats ont été certainement occupés par ces obligations, les obligations de l'entreprise, les obligations de conformité des entreprises. Alors, comment conserver les données, comment les anonymiser, comment rédiger en langage clair, quels sont les processus de traitement des plaintes, le consentement qui doit être manifeste, libre et éclairé des consommateurs et comment on obtient les données, comment on les garde, comment on les utilise. L'année 2024, c'est une année qui a été réservée à la portabilité des données. Ça veut dire les consommateurs ont désormais le droit de demander à ces entreprises de transférer leurs données à d'autres entreprises. Ça veut dire de partager les données des consommateurs avec d'autres fournisseurs. Maintenant, on a cette législation de protection des données, mais en même temps, il y a les risques de perte, les risques de perte d'argent, la conformité aux valeurs mobilières. Parce qu'au Québec, on a, les crypto-monnaies ont été qualifiées de valeurs mobilières. Donc, elles doivent être soumises à la législation sur les valeurs mobilières et se conformer aux exigences de cette loi. Les plateformes de crypto-monnaies doivent alors respecter les exigences de la législation des valeurs mobilières, mais aussi d'être enregistrées auprès de l'AMF et se conformer à toutes les obligations qui en découlent. Et on trouve qu'il y a eu plusieurs décisions de tribunal du marché financier qui condamnent des plateformes de crypto qui n'ont pas respecté ces obligations d'enregistrement ou ils ont freiné à certaines obligations quant aux lois, ou il y a d'autres cas de fraude qu'on a vécu récemment sur des plateformes de crypto-monnaies. Là, maintenant, on a couvert un peu les objectifs derrière ce projet, la méthodologie, le cadre juridique qui appuie aussi ce domaine. Euh, Maintenant, je cède la parole à ma collègue Sandrine Plantep pour nous présenter le cadre pratique. Ça veut dire maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a constaté, comment les consommateurs et les professionnels appliquent le droit de leur côté. Alors, les résultats de notre recherche. Merci Sandrine. beaucoup, Maïa, d'avoir mis la table de façon aussi claire et précise, tout en étant très synthétique. C'est formidable. Donc, je vais enchaîner, comme disait Maya. C'est Maya qui va continuer à euh, faire défiler les diapos. Comme ça permet plus de fluidité. Sinon, il aurait fallu que je reload la présentation. Donc, ne vous surprenez pas si je fais des petits signes à Maya pour lui demander de changer de diapo. Alors, merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi aussi
de présenter aujourd'hui. Et côté de Maya, et bien entendu, je remercie avant tout la Fondation pour son soutien à notre recherche et de nous accueillir aujourd'hui. Alors, les premiers constats. Donc, en matière de consommateurs, la première chose que nous avons validée, c'était leur connaissance des recours juridiques. Donc, on voulait savoir dans quelle mesure, dans le cadre de leur utilisation des plateformes de crypto-monnaies comme Binance ou Coinbase, dans quelle mesure ces consommateurs-là avaient la connaissance de ce qui était possible de faire en cas de rupture de service, on va dire. Donc, la plupart des consommateurs ont exprimé le fait qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs de connaître leur recours en réalité en cas de violation de données ou de perte financière. Ça, c'est le premier constat. Il est important parce que ça veut dire à quel point aussi les consommateurs consomment des produits sans avoir, si vous voulez, de, 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 de préparation aux risques qui s'y rattachent. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est un manque de conscience. Donc, c'est vraiment une base d'éducation. C'était notre premier constat. Donc, plusieurs ont supposé justement que la responsabilité incombait, pardon, aux plateformes, ce qui est une drôle de présupposition a priori, mais c'était la perception qu'ils en avaient. Je dirais que ça ressemble un petit peu à l'impression qu'on a que si on va acheter dans un magasin comme consommateur, il va y avoir une politique de retour, il va y avoir une petite politique de remboursement, si le produit fait défaut, on va avoir ce type de recours. Là, ils pensaient également la même chose, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça, c'était un autre constat important. Et comme je vous le disais à l'instant, cela vraiment montre à quel point il y a une lacune fondamentale dans les connaissances des consommateurs à ce niveau-là, en tout ce qui concerne donc la protection des investisseurs et les cadres réglementaires qui la régissent. La régit. Maya? Oui, j'arrive pas à... Ah, voilà, voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, une suite par rapport aux consommateurs, c'est de comprendre finalement les conditions générales dans lesquelles se transigent finalement ces transactions sur ces plateformes de crypto-monnaie au moment de l'investissement, de l'achat. Donc, une grande majorité des consommateurs ont admis qu'en fait, ils n'avaient pas lu les conditions générales, donc ce qu'on appelle les termes et conditions d'utilisation ou souvent les politiques de confidentialité. Que seuls deux participants ont déclaré les avoir lus partiellement. Et finalement, encore une fois, cela suggère un risque très élevé de consentement non éclairé, dans la mesure où finalement, la majorité des consommateurs de crypto-monnaies sur ces plateformes utilisent les plateformes en consentant parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous êtes obligé de cocher la petite case qui dit que vous consentez aux politiques d'utilisation, mais vous ne les avez pas vraiment lus. Et ça, il faut savoir que ce n'est pas propre seulement aux plateformes de crypto-monnaie, c'est une réalité qui est vraie pour toutes les plateformes finalement numériques. Je suis certaine que vous avez tous déjà téléchargé des applications mobiles sur vos téléphones en cliquant sur le petit bouton qui dit j'ai lu, je consens et j'accepte sans les avoir lus parce qu'il y a une réalité au format aussi. Il faut comprendre que les consommateurs sont exposés à des formats qui sont très, je dirais, rébarbatifs, hein, n'est-ce pas? Donc, très longs, du vocabulaire juridique typique que la grande majorité des consommateurs ne maîtrisent pas puisqu'ils ne sont pas juristes. Alors, maintenant, la connaissance, les constats relatifs à la connaissance des crypto-monnaies par les consommateurs. Donc, comme tel, les consommateurs, on se rend compte qu'ils connaissent les crypto-monnaies, mais de façon très, très variable. Et des fois, ils ont une connaissance très approfondie, mais des fois, vraiment, une connaissance très limitée. Mais il y a un aspect attractif, très attractif, surtout pour les jeunes. Évidemment, c'est toujours l'appât du gain. Ensuite, on remarque que des facteurs tels que l'éducation, l'expérience professionnelle, bien entendu, influencent le niveau de compréhension. Vous allez me dire, ça va de soi, mais c'est quand même un constat que nous avons validé. Donc, ça peut aider. En troisième lieu,
on souligne la grande importance de toutes les initiatives éducatives adaptées qui devraient être mises en place pour pouvoir combler ce fossé des connaissances dans la mesure où ces types d'investissements deviennent de plus en plus courants, de plus en plus populaires afin de protéger les consommateurs. En fait, c'est leur faire comprendre d'une certaine façon que ce n'est pas un type de produit financier comme les autres. C'est ça, c'est cette sensibilité à la différence finalement de ce type d'investissement. Donc, pour ça, on a aussi regardé dans quelle mesure ils percevaient les risques qui étaient liés à la protection de leur renseignement personnel. Et de façon générale, ils ont tendance à minimiser les risques par rapport à leur vie privée. Donc, en ce qui concerne les crypto-monnaies, ils vont dire, ah, de toute façon, c'est pas très grave parce qu'on investit des faibles montants. Ou ils vont dire, ah, mais je suis protégé parce que je vais sur une plateforme très connue comme Coinbase, donc il peut rien m'arriver. Malheureusement, certains ont estimé que le risque était négligeable, ce qui démontre qu'il y a vraiment une déconnexion réelle entre les risques perçus et les risques réels. Pardon, un écart, pardon, clair entre les risques perçus et les risques réels. Alors, on comprend que il faut définir une stratégie absolument pour pouvoir, encore une fois, éduquer. Là, c'est une question de littératie financière et aussi de littératie numérique. Il faut éduquer les consommateurs à avoir conscience et même connaître ces risques. Encore une fois, lié aux consommateurs, nous avons constaté que la sensibilisation à la divulgation des risques n'est pas toujours très claire. Alors, la plupart des consommateurs reconnaissent la présence d'informations qui renseignent sur les risques qui existent sur ces plateformes de crypto-monnaies, même si en réalité, ils admettent ne pas vraiment les lire. Ça rejoint donc le point qu'on avait dit tout à l'heure, mais là, c'est vraiment au niveau de comment ils vont chercher l'information. Il y en a qui disent même que ces divulgations étaient obligatoires et présentées de manière à minimiser l'impact, et ça, c'est pas faux. Nous avons fait des benchmarks sur ces plateformes dans notre étude. Vous comprendrez qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup concentré nos rapports de recherche pour pouvoir vous présenter une conférence aujourd'hui qui soit digeste. Mais donc, en faisant ces comparaisons de capture d'écran et de sites, on pouvait voir à quel point euh, tout est facilité. On vous demande à peine, avez-vous des connaissances en investissement? Globalement, c'est à peu près tout ce qu'on vous demande, alors que on devrait vous poser des questions beaucoup plus précises sur votre connaissance au niveau des investissements. Et donc, finalement, ça suggère que ces plateformes-là, excuse-moi Maya, il me restait juste un élément, s'il te plaît, que ces plateformes-là ont besoin d'être clairement améliorées au niveau de la clarté et de la mise en évidence de ces informations sur les risques. Donc, c'est le constat nous amène à dire, il faudrait qu'au niveau du design, donc quand je parle de design, je parle de vraiment la façon dont on conçoit les écrans, les interfaces sur ces plateformes-là, qu'il y ait une meilleure clarté de attention, ici, il y a un danger. Vous allez me trouver un peu, peut-être, euh, vous allez trouver que ma comparaison est un peu peut-être éloignée, mais si je peux faire le parallèle, c'est un peu comme ce qu'on a mis désormais sur les paquets de cigarettes. OK? Autrefois, il n'y avait rien d'écrit dessus, mais là maintenant, il y a un gros message qui dit clairement que c'est très dangereux de fumer pour la santé. Ça peut paraître anodin, mais ce sont le genre de stratégies qui sont utilisées en marketing social, en marketing de la santé, marketing, etc., qui visent à protéger donc les citoyens, les consommateurs dans ce genre de situation. Alors, on poursuit maintenant avec la perception du risque financier. Donc, de façon générale, les répondants à notre étude ont reconnu l'existence de risques financiers quand même un petit peu au niveau de la volatilité des prix, l'absence de réglementation et de fraude, mais ils ont souligné que il était important qu'ils comprennent ces risques-là, mais malheureusement, on voit que lorsqu'ils ont ces comportements-là ou ces perceptions-là, c'est quand ils ont entendu les cas de fraude ou que ça leur est arrivé. C'est pas avant d'y aller d'une certaine façon. Donc ça, c'est le problème, c'est qu'il faudrait que ça soit plus préventif et non
après finalement l'utilisation de ces plateformes et de différents aléas et incidents qu'ils auraient pu rencontrer. Donc, encore une fois, la nécessité, mais vraiment majeure, d'éduquer les consommateurs au niveau de la culture financière et de la gestion des risques de façon générale pour que ça incorpore les placements de crypto-monnaies. Alors, au niveau des consommateurs, il y a des préoccupations, bien entendu, quand même, en matière de sécurité. Alors, parfois, le discours semble déconnecté parce que vous avez vu d'un côté, je vous ai dit que les consommateurs allaient sur ces plateformes, acceptaient sans lire, et de l'autre, ils vont répondre qu'ils sont inquiets relativement aux failles de sécurité et au vol de données sur ces plateformes. Encore une fois, dans les trois quarts des cas, c'était parce qu'ils avaient entendu des rapports journalistiques sur les questions ou qu'il leur était arrivé des éléments, mais pas avant de les utiliser. Ensuite, certains ont exprimé des inquiétudes quant à l'absence d'assurance ou de recours juridique en cas de perte financière à cause d'une faille technologique. Donc là, on s'entend que ce n'est pas juste une perte financière parce que le placement n'a pas fonctionné ou n'était pas aussi avantageux que prévu, aussi rentable, mais là, on parle de perte, mais liée à une faille technologique. Donc ça, c'est en effet quelque chose qui est rattaché à la qualité du service. Ça veut dire que sur cette plateforme, on offre un service financier d'achat et de placement de crypto-monnaies. Mais si jamais il y a un problème technique avec la plateforme, là, les consommateurs ne sont pas protégés. Donc ça, c'est vraiment un souci important qui va au-delà du risque financier dans l'absolu parce qu'on choisit un type de placement un peu plus risqué. Finalement, notre conclusion est qu'il est nécessaire absolument de mettre en place des mesures de sécurité qui soient beaucoup plus solides et de communiquer, donc ici on parle d'encadrement, et de communiquer clairement au niveau des protocoles de sécurité des plateformes. Donc rassurer les consommateurs avec, une fois que la législation serait un peu plus euh, je dirais, solide, qu'il y ait un reflet de cet encadrement-là pour sécuriser de nouveau les consommateurs, pour savoir ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce qu'ils risquent et ne risquent pas. Par exemple, en utilisant des protocoles qui seraient plus sécurisés, des VPN, d'autres outils techniques qui permettraient justement de les protéger en les rendant plus anonymes sur une plateforme, par exemple. Aya? Alors, au niveau des professionnels, la connaissance des bonnes pratiques. Qu'est-ce que les professionnels, eux, de leur côté, savent de ce qui devrait être fait pour rassurer et mieux protéger les consommateurs, selon la loi, mais aussi selon ce qui se fait sur le marché en général, le design d'interface en particulier. Donc, en général, lorsque nous les avons interrogés, ils mettaient l'accent sur des meilleures pratiques, mais en termes de gestion de plateforme. Donc ça, ils acceptent le fait que le partage, par exemple, sécurisé des données, ça serait important pour améliorer la vie privée. Donc au niveau technique, ils sont conscients et c'est ce qu'ils disent essayer de faire. Disent. Ils ont souligné notamment l'importance d'améliorer les connaissances financières des consommateurs au niveau des crypto-monnaies, mais ils disent cela sans eux-mêmes ajouter cette information. C'est comme si c'était la responsabilité des consommateurs d'aller chercher cette information au lieu que eux les aident à l'obtenir sur leur plateforme. Ils prennent pour acquis que si les consommateurs se rendent sur leur plateforme, c'est qu'ils savent ce que sont les crypto-monnaies et tout ce qui va avec, risque, etc. Ensuite, ils ont également recommandé l'utilisation d'un langage clair, de capsules éducatives, de programmes de sensibilisation pour éduquer les utilisateurs, mais pas vraiment particulièrement sur leur plateforme. C'est-à-dire qu'ils le disent, mais ce n'est pas ce qu'on a observé quand on va sur leur plateforme. Donc, il y a du discours, mais on dira que la pratique ne suit pas tout à fait. Donc, ils connaissent les bonnes pratiques, mais ils ne les appliquent pas toujours. Finalement, il y a
euh, les managers de ces plateformes-là ont insisté sur le rôle donc du secteur, de façon générale, du secteur financier, dans la promotion de l'adoption responsable des crypto-monnaies par l'éducation des consommateurs. En deux mots, les responsables et les gestionnaires de ces plateformes font peser pas mal tout le poids de la responsabilité sur les consommateurs. C'est ça qu'on lit ici, au-delà de la loi et des bonnes pratiques. Maya? Alors, maintenant, on a été aussi jusqu'à voir le rôle des influenceurs. Pourquoi les influenceurs? Alors, si l'on connaît les crypto-monnaies, on va savoir notamment que ce sont des types d'investissements qui attirent beaucoup souvent les jeunes et aussi qui passent par des réseaux, des communautés. Donc, par exemple, des communautés de joueurs. Vous savez ce qu'on appelle les gamers. Alors, en général, ces communautés-là ont aussi des influenceurs. Et quand on parle d'influenceurs dans le domaine de la finance, ils ont même un nom aujourd'hui. On les appelle les finfluencers. Donc, vous voyez le jeu de mots ou le néologisme. Finance, influenceur, finfluencer, c'est leur nouveau nom. Et pourquoi ils ont un nom? C'est parce qu'il y en a énormément. Et ils ne sont absolument pas contrôlés. Donc, ils ont une influence très significative sur les prises de décision des consommateurs, n'est-ce pas? Ces finfluencers ou ces crypto-influenceurs. Et malheureusement, ils peuvent annoncer des informations, diffuser des informations qui ne sont basées sur aucune vérification, sur aucune réalité, et donc entraîner des consommateurs dans des investissements qui ne sont pas sécuritaires pour eux ni avantageux pour eux. Donc, c'est sûr que les influenceurs, ils sont une source de divulgation de risques finalement, par de la mauvaise information ou carrément de la fake news, hein. Vous savez, aujourd'hui, on parle carrément de fausses nouvelles. Donc ça fait partie du danger amené par les influenceurs. C'est pour ça qu'on a abordé ce point dans notre recherche, puisqu'on trouvait ça très important de comprendre que l'information financière au niveau des crypto-monnaies ne passe plus par les institutions financières. Elles sont régulées. Elles doivent absolument communiquer de l'information qui est vraie et sécuritaire. Les influenceurs, les finfluenceurs, les crypto-influenceurs, eux, n'ont aucune de ces contraintes. Alors, le danger est réel et il faut absolument trouver un équilibre dans ce risque d'information trompeuse ou incomplète pour atténuer finalement les risques associés au marketing d'influence qui est de plus en plus réel dans notre économie, quels que soient les secteurs, pas seulement financiers. Alors maintenant, les professionnels, le recours juridique et la sensibilisation. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Ben, en fait, l'analyse de nos données au niveau de cette connaissance nous montre que de façon générale, les entreprises, donc les gestionnaires de ces plateformes d'investissement en crypto-monnaie, comme Coinbase et Binance que je mentionnais tantôt, c'est les plus connus, mais il y en a plusieurs, mais ils n'ont pas vraiment de connaissances. Elle est plutôt faible. Donc, tout ce qui est recours légaux disponibles, en fait, non seulement ils ne les promeuvent pas dans leur plateforme, mais en plus, ils ne les connaissent pas vraiment. Ça montre à quel point c'est vraiment pas un souci pour eux. Protéger les consommateurs, là, c'est vraiment pas dans leur agenda. Donc, ils n'en sont même pas au courant. Du coup, encore une fois, c'est sur le consommateur que repose la responsabilité de connaître ses recours. Et nous avons vu plus tôt qu'il ne les connaissait pas plus. Donc, il y a réellement un problème ici. Et lorsque, dans certains cas, rares cas, les professionnels disaient connaître les recours juridiques, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'en fait, ils les connaissaient dans la mesure où ils référaient à leur département juridique dans leurs entreprises. Donc là, on parle des plus grosses plateformes ou des plus grosses entreprises. Donc, vous voyez ici, c'est comme déléguer la responsabilité liée à la perte de données personnelles et non finalement protéger les consommateurs en tant que tels. Maya? Alors,
Au niveau des malversations sur le marché, donc les professionnels se sentent quand même concernés par cette réalité-là, puisque ça leur fait mauvaise publicité, n'est-ce pas, pour leur plateforme et leurs investissements. Et donc, oui, ils ont identifié de la publicité mensongère, telle que je vous parlais tantôt, soit provenant d'influenceurs, soit circulant sur les médias sociaux. Aussi, ils ont constaté une utilisation abusive de la gamification. Et ça, et dois vous expliquer à quoi ça correspond. Donc, ce sont des mauvaises pratiques qui sont répandues dans les sites web, les applications mobiles et tous les outils technologiques. Gamification veut dire en français ludification. Le terme existe. Le problème, c'est que quand on dit ludification, c'est parler du fait de ludifier, donc de rendre quelque chose comme un jeu. Mais gamification est le mot anglais qui est passé dans la langue française dans les différents secteurs pour dire que c'est la stratégie de design qui permet cette ludification. C'est pour ça qu'on utilise le terme en anglais. C'est pas moi, je m'en excuse, je l'utilise donc comme tout le monde parce qu'il est passé dans la langue française. Et le problème avec la gamification, c'est que donc vous êtes comme encouragé de façon très subtile par l'interface sans vous en rendre compte. Alors, je vous donne un exemple. Vous entrez votre nom et vos coordonnées et là, pouf, il va y avoir un ballon et des confettis qui vont exploser dans l'interface pour vous dire bravo, vous êtes maintenant prêt à investir. Donc, comme si c'était la fête, c'était... Ça, ce sont des techniques de gamification. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui magazines parfois sur des plateformes telles que Temu ou ce genre de plateforme-là. Il y a énormément de gamification aussi. Donc, on vous fait tourner une roulette pour savoir combien de pourcentage vous allez gagner pour économiser sur votre prochain achat, etc. Et vous allez me dire, mais mon Dieu, qui est attiré par ce genre de technique de bas niveau pour vendre des produits? Eh bien, les jeunes sont complètement addicts pour eux, ça fait partie du plaisir d'aller sur ces plateformes parce que justement, c'est ludique, ça leur rappelle leurs environnements de jeu et comme je vous ai dit, beaucoup des jeunes qui investissent en crypto-monnaie viennent des communautés de jeux parce que justement, c'est dans la continuité. Il y a même des jeux vidéo qui utilisent la crypto-monnaie dans les jeux parce que vous savez, dans les jeux aujourd'hui, on achète des accessoires, on achète des personnages, etc. Et c'est toute une économie parallèle dans le jeu. Et parfois, les crypto-monnaies servent de façon je pourrais dire, de sortir l'argent ou de rentrer l'argent dans les plateformes. Parce qu'évidemment, comme c'est numérique, comme c'est complètement dématérialisé et que ce sont des monnaies qui sont décentralisées et donc beaucoup moins contrôlées, les plateformes de jeu trouvent que c'est tout à fait parfait pour elles, pour leurs besoins. Alors, ceci étant dit, maintenant, passons aux pratiques en matière de sécurité des données. Donc, de façon générale, les plateformes qui sont décentralisées, comme je vous ai dit, se considèrent comme relativement sûres contre le vol de données. Elles utilisent ici la technologie de la chaîne de blocs, blockchain en anglais. Et du coup, vous savez, c'est une technologie qui permet donc de réunir par des points de relais une information qui ne peut être vraie que si le point de relais précédent est vrai. Donc, c'est comme si c'était une chaîne de sécurité des données qui, en soi, est autoportante, c'est-à-dire qu'elle s'auto-valide dans sa vérité. Donc, chaque point de connexion étant vrai précédent, le dernier ne peut être que vrai. Alors, c'est une technologie qui est utilisée dans bien des domaines, pas seulement en finance. Elle est très pratique, notamment pour les contrats intelligents. Mais évidemment, c'est pas parce que cette technologie est là et qu'il y a aussi du cryptage qui fait partie de ces éléments-là que finalement, ça suffit pour protéger les consommateurs. Et malgré tout, c'est pas parce qu'il y a tout cela que les plateformes de crypto-monnaie ne doivent pas se soumettre aux réglementations des pays concernés. En Europe, la plus sévère, c'est le RGDP, puis RGPD, pardon, et c'est très important au niveau des mesures de sécurité de base pour protéger les consommateurs.
Au Québec, maintenant, Maya l'a très bien expliqué, on a la loi 25, mais vous savez que la loi 25, comparativement au RGPD, c'est vraiment une partie de la protection. Le RGPD est beaucoup plus, je dirais, incisif. Alors, donc, des inquiétudes à ce niveau-là. Finalement, au niveau de la pratique de la divulgation des risques, vous aurez compris qu'on a fait les mêmes parallèles d'études pour les consommateurs et les professionnels, hein. C'est pour ça que les thèmes se répètent, c'est l'idée. Donc, on voit que ils ont reconnu qu'il y avait des risques par rapport aux informations sur les plateformes, mais que c'était souvent lié plutôt à un manque de clarté et d'intelligibilité et pas tant à des risques réels. Ils ont noté que les utilisateurs, en général, sautent ou survolent les fameuses euh, politiques, hein, de protection des termes et conditions, etc. Et donc, ils reconnaissent qu'il faudrait qu'il y ait des stratégies de communication plus efficaces. Cependant, ils ne les appliquent pas. C'est-à-dire que si vous allez sur ces plateformes-là, on ne va pas dire que c'est protégé. Au contraire, comme je vous disais, au niveau du Know Your Customer, là, la seule question qui est posée, c'est avez-vous un minimum de connaissances en investissement? Donc, on ne va pas dire qu'on connaît très bien son consommateur en posant ce genre de questions. Et finalement, au niveau des éléments visuels interactifs qui sont utilisés sur ces écrans et ces plateformes, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de quiz, etc. Mais c'est quand même pas suffisant parce que il y a l'engagement et la compréhension des utilisateurs n'est pas, comment je pourrais dire, à la hauteur. On l'a vu dans nos résultats précédents. Donc, ils ont fait un effort à ce niveau-là, mais ce n'est pas suffisant. Donc, au moins, il y a un pas dans la bonne direction. Merci Maya. On peut passer à la suivante. Bon, alors les risques, la compréhension des risques par les consommateurs. Comment ces gestionnaires de plateformes voient ça? Ben, en fait, leur avis à ce sujet-là, c'est un peu partagé. Donc, on va dire que certains trouvaient que les consommateurs avaient un accès suffisant à l'information qu'il fallait pour être donc protégés et se protéger, c'est-à-dire être des adultes responsables qui font attention à ce qu'ils font, et particulièrement pour ceux qui manquent d'expertise technique ou qui ne recherchent pas finalement activement l'information, ben là, on voit qu'il y a plutôt une compréhension limitée. Alors, ils le reconnaissent, mais c'est un peu comme si ben, ceux-là, ils devraient éviter finalement d'aller sur ces plateformes. C'est leur responsabilité, c'est ce que je vous disais tantôt. Mais au moins, ils le reconnaissent. Mais dans leur esprit, l'accès à l'information est suffisant. Donc, c'est aux consommateurs de se renseigner. Alors finalement, l'importance des ressources éducatives, comme je vous disais, qui soient très accessibles et adaptées aux différents segments, ça c'est très important. Donc il faudrait, dans nos recommandations, qu'il y ait une forme de personnalisation de l'éducation financière et d'un renseignement pour justement aller avec le niveau d'éducation financière qui soit adapté à chaque segment. Les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont habitués à faire des investissements de façon générale ou de façon spécifique au niveau des crypto-monnaies. Maya? Et voilà, donc au niveau de la sensibilisation des consommateurs à la protection des données, les professionnels considèrent que en général, ils sont de plus en plus conscients des risques de confidentialité des données associées à ces plateformes et que ça comprend aussi les plateformes de crypto-monnaie. Donc, pour eux, ça fait partie du e-commerce. Le e-commerce existe, donc le commerce électronique existe. Tout le monde aujourd'hui achète en ligne ou presque. Alors, ça fait partie de l'éducation qu'on doit développer. Donc, ça, c'est un peu leur avis. Et ils considèrent que c'est le cas, que la plupart des consommateurs, vu qu'ils sont souvent en ligne maintenant pour acheter toutes sortes de choses, services et autres, ont développé cette conscience-là, cette sensibilisation-là, sensibilité, pardon. Alors, par contre, ils ont reconnu qu'il restait des défis permanents par rapport à la garantie d'un consentement éclairé. Donc, ça, c'est une façon de dire qu'ils sont très conscients que les consommateurs ne lisent pas les termes et conditions et que donc, dans ce sens-là, il y a un risque par rapport au partage des données, aux violations potentielles, puisque les consommateurs ne réalisent pas à quel point leurs informations personnelles sont précieuses et à quel point il faut éviter de les donner à tout va pour quoi que ce soit, pour rien, et bien les protéger. Donc oui, peut-être
quand c'est nécessaire, mais pas pour rien. Parce que ça aussi, le problème de ces plateformes-là, c'est qu'ils vont vous demander beaucoup d'informations personnelles et ils vont pas respecter l'aspect de la loi 25 qui exige que chaque entreprise qui demande un renseignement personnel justifie que cette demande soit nécessaire au niveau de son modèle d'affaires. Et souvent, c'est pas le cas. Les entreprises vont demander beaucoup plus d'informations que l'information dont ils ont besoin. Le meilleur exemple que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est la date de naissance. Expliquez-moi pourquoi une entreprise de crypto-monnaie devrait connaître votre date de naissance. Non, la chose qu'elle doit s'assurer, c'est de vous faire cocher que vous avez au moins 18 ans. Oui, mais pas forcément que vous devez donner votre date de naissance. Ce n'est pas nécessaire au modèle d'affaires. Ah, mais si après ça, on vous propose un rabais, un cadeau, quel que soit un bonus pour la journée de votre anniversaire, là, il y a des consommateurs qui vont donner leur date de naissance parce qu'en échange, ils ont ce petit, je dirais, cette petite gratuité ou ce petit bénéfice. Mais là, ça devient un choix de la part du consommateur. Et il faut que le consommateur soit conscient que ce petit bénéfice, aussi intéressant soit-il, lui coûte très cher parce que sa date de naissance, c'est quelque chose de très précieux et qui donne beaucoup d'informations aux entreprises. Donc, vous voyez, même quand ce n'est pas eux qui le demandent directement, ils vont le demander indirectement pour vous donner un bonus. Donc là, ils vont dire, ah non, ça, c'est pas dans notre modèle d'affaires. Ça, c'est le consommateur qui a choisi tout seul parce qu'on lui a proposé cette promotion ou ce bénéfice. Donc, c'est très, je dirais, pernicieux. Il faut se méfier de ça. Alors finalement, tout ça souligne encore une fois la nécessité absolue de déployer des efforts continus pour éduquer tous les utilisateurs, les consommateurs, instaurer une meilleure confiance avec des pratiques de gestion des données qui soient plus transparentes au niveau de ces plateformes. Et ça, il faut absolument que ça soit légiféré parce que ça va être sinon, un risque au niveau même des plateformes et finalement du secteur financier tout court. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que si à un moment donné, on brûle les consommateurs avec des placements trop risqués, avec trop de fraude, avec trop de cas de vol de données personnelles, mais qu'est-ce qui va se passer? Les consommateurs n'auront plus confiance dans le système et là, ça va affecter tout le secteur financier. Et ça, c'est dangereux pour la société en général. Maya, je te repasse la parole, ma chère. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Donc, rebonjour à tous, à toutes. Donc là, j'arrive peut-être pour résumer tout ce qu'on a présenté par rapport au cadre pratique, les pratiques réelles. Quels sont les constats à retenir? Quelles sont les recommandations de la recherche? Alors, alors, le premier constat, c'est que l'importance du langage clair et accessible. Donc, il y a beaucoup de documents, les contrats sont complexes qui figurent sur ces plateformes-là. Pardon, je reviens. OK. Alors, les documents, les contrats sont trop complexes. Donc, il y a l'obligation de les écrire d'un langage clair. Ça peut améliorer la compréhension des consommateurs et peut-être favoriser le consentement éclairé. Mais on a vu déjà que les consommateurs ne lisent pas ces contrats. Donc, même simplifiés, ils ne vont pas lire ces contrats. Mais quand même, si le langage est plus clair et plus accessible, ça aiderait un peu pour ceux qui lisent ou tentent de lire ces contrats. Par la suite, ben, on a vu aussi qu'il y a certains qui tentent d'intégrer certains éléments interactifs. Ça aide un peu parce que le consommateur va pouvoir peut-être comprendre mieux certains éléments qui sont un peu plus risqués. Pour les plateformes, euh, s'ils peuvent intégrer certains éléments sur leur plateforme qui attirent l'attention davantage des consommateurs, soit par les couleurs, soit par la grandeur aussi des messages, ou par des questions spécifiques pour s'assurer que l'investisseur ou le consommateur est en train de lire et il a compris ce qui est derrière son action.
Par la suite, Sandrine, tu as insisté, mais la littératie financière, c'est un élément qui ressort vraiment très fortement. Le plus les consommateurs sont informés des risques, le plus ils peuvent éviter ces risques-là. Ils ne connaissent pas les recours juridiques, donc ils n'ont aucune connaissance des recours. Donc, si au moins cet aspect-là, ils savent à qui s'adresser s'il y a des problèmes, s'il y a des fraudes, s'il y a violation des données. Ça aussi, c'est un outil qui pourrait aider les consommateurs. Aussi, le consommateur, il prend des risques. On a vu que, au cours de la recherche, les groupes qui sont plus jeunes sont plus aptes à prendre des risques. Donc, et ça aussi, on l'a confirmé dans plusieurs autres recherches. Les plus jeunes, ils ont beaucoup de temps encore à récupérer les pertes financières qu'ils peuvent avoir. Ils n'ont pas encore des expériences très dures pour apprendre de certaines expériences mauvaises. Donc, ce sont les groupes qui prennent le plus de risques. Donc, connaître le profil de risque des consommateurs aussi, c'est un avantage pour eux pour savoir, connaître le profil des risques des différents groupes par cette plateforme-là aide aussi à cibler peut-être, à savoir que si c'est un jeune, c'est quelqu'un qui va peut-être prendre un peu plus de risques et peut-être augmenter les éléments sur les plateformes qui vont attirer son attention lors des achats des cryptos. Et aussi, et ça, l'autorité des marchés financiers, ils font beaucoup de publicité pour le moment pour aussi informer les consommateurs de vérifier si ces plateformes sont inscrites, parce que les plateformes qui communiquent et qui veulent vendre à des Québécois doivent s'inscrire auprès de l'autorité des marchés financiers. Ben là, est-ce que les consommateurs le savent? Est-ce ils vérifient cet élément? Pas vraiment. Donc, aussi, ça, c'est un élément qu'il faut ajouter à la littératie financière des consommateurs pour qu'ils puissent vérifier pour vrai si ces plateformes sont inscrites auprès de l'autorité. Le troisième élément, c'est la collaboration internationale en matière de réglementation. Là, on voit que les crypto-monnaies, toutes ces plateformes sont un peu partout au monde. Ils vendent à des consommateurs un peu partout au monde. Les réglementations ne sont pas harmonisées, ne sont pas uniformes. Donc, il y a risque aussi de savoir quelle serait la loi applicable, devant qui il faut s'adresser s'il y a des problèmes, des recours. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est en jeu. Euh, du côté européen, ils sont un peu plus avancés que nous à ce niveau-là. D'abord, ils ont adopté le règlement européen sur la protection des données, le RGPD, qui a inspiré la loi 25 de notre côté. Mais ils ont aussi adopté une réglementation MiCA récemment de l'Union européenne qui établit des normes complètes qui régissent les émetteurs de crypto-monnaies. Donc, ils ont adopté une réglementation ciblée spécifique pour les crypto-monnaies, les crypto-actifs, tandis que nous, encore, on est en train de suivre la réglementation qui est en vigueur. On sait que ce sont les réglementations des valeurs mobilières qui vont s'appliquer sur les crypto-monnaies. Donc ça aussi, c'est une différence entre nous et la réglementation qui est en vigueur à l'Union européenne. L'important qu'on ne soit pas uniforme, mais au moins que ces réglementations s'approchent pour pouvoir vraiment gérer de façon très efficace ce genre de plateforme à travers le monde. Alors, voilà. Quatrième aspect, c'est la meilleure sécurité des données. Donc, les plateformes qu'ils s'assurent, parce que la fraude, que ce soit au niveau des données personnelles ou financières, les plateformes doivent mettre vraiment des efforts particuliers et très importants pour améliorer et détecter rapidement les tentatives
de bris de sécurité, mais aussi engager des experts maintenant en cybersécurité qui peuvent accompagner ces plateformes ou toutes les autres plateformes financières pour pouvoir éviter les fraudes qui nuisent aux consommateurs. On a vu aussi, je ne veux pas recommencer, mais on a vu qu'il y a un gap important entre le droit, qu'est-ce qu'il prévoit, la protection qu'il prévoit et ce qu'ils font pour vrai les acteurs du marché, que ce soit les professionnels, que ce soit les consommateurs. Donc, il y a une différence entre le droit et sa compréhension ou son application par les acteurs. On a vu que par le biais, par exemple, de la loi 25, on trouve un législateur qui est protecteur. Il a adopté une loi solide, forte sur la protection des données, avec beaucoup d'obligations. On trouve en discutant avec les dirigeants ou avec les acteurs des entreprises, que ce soit les entreprises de crypto-monnaies, mais aussi toutes les autres entreprises qui étaient très occupées pendant les années 2023 et 2024 en matière de conformité parce qu'il fallait se conformer à la loi 25. Donc, beaucoup de travail a été fait. Il y a des défis entre les petites entreprises et les grandes entreprises qui ont les moyens. Les petites, souvent, c'est une seule personne qui va s'occuper de tous les aspects de la conformité en plus de ces tâches dans l'entreprise. Les consommateurs, on a vu, on remarque qu'ils demeurent non prudents. Donc, peu importe, là, on a une loi qui est solide, on a des entreprises qui ont qui se sont conformées à la loi, mais bien sûr avec certaines réserves, parce qu'on sait que les consommateurs ne vont pas aller vraiment lire ces politiques-là sur les données personnelles ou sur la gouvernance des données. Ils continuent à donner leur information personnelle un peu partout parce qu'ils veulent les services, en fait. Ils cliquent sans lire pour accéder à certains services. Donc, le risque sur la vie privée, peu importe la loi, peu importe l'application par les entreprises, le consommateur n'est pas encore conscient de cette protection-là, que de l'existence même de ce genre de loi qui le protège dans ce domaine qui est plein de risques présentement. Donc là, j'arrive à la fin de la présentation. Pour la conclusion, nous avons pensé peut-être partager quelques extraits des entrevues avec vous. Alors, au niveau des consommateurs, là, je ne vais pas lire tout, mais je vais quand même attirer l'attention sur certains éléments qui nous ont attiré l'attention. Donc, c'est vrai que je ne le lis pas, donc ça n'aide pas vraiment. Parce que dans les plateformes d'échange, ils demandent des pièces d'identité pour pouvoir ouvrir un profil. Donc, c'est sûr qu'il y a un risque ici parce qu'on donne tout de suite la carte, tu sais, les informations d'identité. Au niveau des risques, je dirais que le partage des données confidentielles sur notre personne, on met une carte de crédit et je sais que ça a toujours un risque de vol. Donc, voilà, c'est ce genre de données qu'on passe sur ces plateformes-là. Et il y a un autre consommateur qui parle aussi des expériences de certains amis qui ont perdu tout du jour au lendemain. Là aussi, il y a des références sur les jeunes. Les gens sont jeunes dans leur vie, ils sont plus disposés à prendre des risques. Évidemment, ça va avec leur profil d'investissement. Donc, ça aussi, les jeunes sont plus aptes à prendre des risques que des personnes qui sont un peu plus avancées dans l'âge. Non, j'avouerai que je ne suis pas nécessairement au courant des recours. Donc, les consommateurs ne sont pas au courant des recours et ils ne savent pas où les chercher de toute façon. Euh, donc voilà, au niveau des professionnels, alors on voit des références un peu au contrat. Donc eux-mêmes, ils avouent que c'est incompréhensible, écrit avec des petites lettres. Tout le monde consent sans lire tout ça. Un autre professionnel qui partage l'expérience sur euh,
Personne ne va aller aussi, vous voyez, expliquer d'une certaine façon que si tu ne veux pas justement lire dans les détails les termes et conditions des choses comme ça va être très difficile de vraiment savoir les vrais risques associés à tes données. Donc, personne en fait ne va lire vraiment, va aller en détail tous les termes et conditions pour connaître les risques qu'il encourt. Et finalement, du côté des professionnels, ils sont d'accord avec une bonne veille légale. Donc, c'est définitivement de s'assurer qu'on a une bonne veille légale et qu'un encadrement encore plus strict de la part des autorités en valeurs mobilières, comme l'autorité des marchés financiers. Et aussi, certains ont démontré qui sont des grands fans du langage clair. Oui, on travaille, tu sais, on a vu ça, tout le monde travaille pour adopter des politiques qui sont écrites avec du langage clair, mais comme on vient de le dire, en fait, euh, personne ne va aller même trouver ou lire ces politiques. Nous-mêmes, on a fait l'exercice en visitant plusieurs plateformes. Il faut vraiment fouiller pour trouver ces politiques. Donc voilà, il y a beaucoup de travail encore à faire. On vous remercie pour votre attention et on espère avoir maintenant une belle discussion ensemble et pouvoir aussi répondre à certaines de vos questions.